Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de rencontrer Monsieur Denis Malice, qui est enseignant de yoga, formateur en méditation, instructeur de dharma et auteur du livre Méditation, la simplicité. La simplicité d'être chez Maman Édition. Bonjour Denis, merci d'être là aujourd'hui. Merci infiniment, Suzy, pour cette invitation et je vais me faire un plaisir d'être le plus clair que possible au sujet de la méditation et répondre à tout ce qu'il faut répondre. Merci infiniment. Oui, ah ben merci. Alors, je vais présenter, on voit ici ton livre, un beau livre. La couverture, c'est un Bouddha, c'est ça? Oui, alors là, je félicite la maison d'édition Mama Édition parce que le graphiste, c'est vraiment un Bouddha doré sur un fond noir, gris. Ouais, C'est magnifique. Donc, c'est ouais, vraiment c'est beau. très C'est euh, une belle couverture. Il y a un peu belle et de très. vert. Oui, il y a un peu de tout et Mmh, c'est très simple et en même temps, c'est très profond. mmh. C'est drôle parce que aujourd'hui, je cherchais un chandail vert et je me disais, il faut que je me sois, mais j'ai pas trouvé. Puis là, je vois que tu as un chandail vert et on a parlé un peu, tu vois, quand on s'est échangé par courriel, mais je veux le mentionner parce que j'ai lu ton courriel et puis je me suis rendu compte, je le lisais puis je faisais ça comme ça avec un sourire. Donc, ce que tu me disais, c'est heureux de cette interview avec toi, Suzy, d'autant plus que c'est le jour d'une date symbolique en France déclarant la paix l'armistice. Donc, on est le 11 novembre aujourd'hui. Faute de paix dans le monde, hey, ça me touche. Faute de paix dans le monde, on va tâcher d'inspirer les auditeurs à la grande paix naturelle de leur propre esprit. Donc, l'armistice intérieur, c'est tellement beau que ça me touche. Bon. Ben, bienvenue Mmh. Denis, merci. On va parler, de méditation. Je pense qu'il y a toutes sortes de méditation. Il y a aussi un peu des gens qui, j'ai déjà même vu sur Facebook quelqu'un qui mettait en garde de la méditation parce que pas contre, mais en même temps que ça pouvait, pour certaines personnes qui étaient plus fragiles émotivement, ça pouvait provoquer, certaines dépressions. Alors là, j'ai fait: «Ben voyons, on commence à trouver des points négatifs à la méditation» et ça, j'en revenais pas parce que je pense que, c'est tellement important de revenir à soi, de revenir à ce qui se passe à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Non, moi j'en pense que, on est beaucoup dans ce monde moderne, nous sommes dans beaucoup de concepts. Donc si on parle de la méditation, on parle beaucoup de concepts de méditation. Très peu parlent et surtout vivent et expérimentent la méditation. C'est Ceci ça. est un fait et c'est vrai qu'à travers les concepts, on peut y trouver tout et n'importe quoi et dire tout et n'importe quoi, voire même que la méditation, heu, Désolée, vo ça j'ai cliqué pas sur le bon, piton. Donc tu disais pour la méditation, c'est comme les gens voient ça comme un concept qu'ils ne pratiquent pas. Oui, je disais qu'en ce monde moderne, tout est devenu concept en fait, hein, puisque nous avons, maintenant une large vision de toute chose. On a l'accès à tellement de pseudo-vérités en Ouais, permanence, à l'instant T et la méditation en est aussi une des victimes. Donc, tant qu'on parle de la méditation en tant que concept, on peut tout élaborer, voire mmh, même, faire peur à travers la méditation et c'est ouais, ce c'est qui est un peu ça, triste. c'est Mmh. ça, exactement ça. On essaie de faire peur comme on essaie de faire peur avec toutes sortes de choses. Donc, Mmh. ben, on va parler aujourd'hui, puis on va amener les gens à avoir envie de ça, en tout cas, c'est mon souhait. Alors, j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours. Oui, alors moi j'ai un parcours très ordinaire et en même temps, assez atypique comme chacun d'entre nous en fait, hein. Moi je suis un enfant rural, hein, un enfant de personnes qui travaillaient la terre. Donc j'ai joué au rugby pendant de nombreuses années, toute mon enfance, donc dans la dualité. Quand j'ai arrêté le rugby, je me suis mis aux arts martiaux, donc toujours dans un petit peu plus, mais enfin un petit peu de façon différente dans la dualité, pour prouver toujours encore et encore et se comparer. Mmh.
Et autour de 40 ans, fatigué de me battre en fait, hein, avec moi-même et avec les autres. Donc j'ai commencé à réfléchir différemment et ce grâce à des rencontres en fait, hein, parce que notre parcours de vie, il est fait Mmh. de rencontres et des inspirations en fait, hein, de personnes inspirantes. Et c'est vrai que ça m'a amené à faire des choix radicaux en fait dans ma vie et de dire stop, stop à ce que je ne voulais plus. Je l'ai décidé de façon assez martiale, en fait, aussi, hein, puisque j'ai pratiqué les arts martiaux pendant longtemps. Mmh. Mais ça m'a servi de trancher et de passer complètement à autre chose. Et c'est OK. là que j'ai rencontré ben, le yoga, la méditation, le bouddhisme tibétain et aussi des arts alternatifs comme la géobiologie, c'est-à-dire que l'interaction avec les énergies de la Terre, etc. Donc voilà, ça c'est un parcours voilà, rapidement expliqué. Toi, tu es formateur d'ailleurs en radiesthésie, géobiologie, de la sorcellerie. Je t'ai demandé c'est quoi tout à l'heure. C'est pas de la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Oui, oui, alors la sorcellerie, c'est magique parce que l'eau, pardon, c'est l'or de demain, hein, surtout dans nos régions en France. Moi, j'habite à côté de Perpignan, dans le sud, l'extrême sud de la France, et c'est vrai que l'eau se raréfie Mmh. et l'eau souterraine existe, hein, l'eau souterraine existe en quantité. Donc, c'est intéressant d'avoir les méthodes pour essayer de trouver de l'eau, enfin, pour Mmh. trouver de l'eau carrément, et de Mmh. l'exploiter. Donc voilà, ça c'était une aparté. Et Mmh. puis, toi, tu as été le disciple du yogi, là, je veux pas dire le nom tout croche, Chopa Lama Je sais pas la Rinpoché. Oui, alors j'ai eu la grande chance. Alors, dans le bouddhisme, on ne parle pas de chance, on parle de mérite, mais enfin, moi, je vais le concevoir comme une chance, Mmh. hein. J'ai Mmh. rencontré tout d'abord Sogyal Rinpoché il y a des années en arrière, en 2007. J'ai passé quelques années dans son monastère au centre Rigpa, au centre Lerabling, dans le sud de la France. Donc, Sogyal Rinpoché m'a transmis beaucoup d'enseignements et a dégrossi un petit peu l'être grossier que j'étais. Et après, j'ai la miraculeuse opportunité de rencontrer mon maître actuel. Ça fait presque 20 ans. Chöpa Lama Rinpoche, avec qui je suis un disciple très proche et qui réjouit mon cœur et qui me nourrit tous les jours. Il me nourrit pas tellement parce il m'apprend en permanence, hein, mais surtout il m'apprend en apprenant à me défaire de tout ce que j'ai plus besoin. Et Mmh. ça, c'est une grande qualité du maître. C'est apprendre à te défaire de tout ce que tu n'as plus besoin. Mmh. Mmh. J'aime ça. J'aime ça, la réduire. Mm. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a un mouvement chez les jeunes, comment qu'on l'appelle? Downsizing, je sais pas je sais pas si c'est en anglais, mais de vivre plus minimalement, le minimalisme. Tu Ouais, vois? complètement, complètement. Alors il y a un Français, un Français qui s'appelait Pierre Rabhi, qui est décédé, qui lui parlait de sobriété heureuse. De Mmh. sobriété heureuse, c'est magnifique comme expression. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ben, pourquoi avoir écrit ce livre? Alors, tout d'abord, moi, je ne m'étais pas trop posé la question. C'est principalement ma compagne, Stéphanie, qui m'a dit à plusieurs reprises, il faut que tu écrives. On t'a transmis beaucoup de choses. Il faut que tu écrives. Il faut que tu écrives. Donc, elle me l'a dit plusieurs fois, répété. Et quand une femme vous répète plusieurs fois la même chose, à un moment donné, il faut apprendre à l'écouter. Voilà, ben, je m'y suis mis. Bon, comme j'avais fait, je transmettais, je faisais des formations de méditation, donc j'avais déjà du support, j'avais beaucoup d'écrits à moi, j'avais beaucoup de réflexions et en fait, j'ai tout mis en fait Dans ce dans cette livre. reliure qui fait 300 pages et que Mama Édition m'a édité. Mmh mh. Mmh. Mmh. Et là, en ce moment, dès les premières pages, on voit qu'on met l'accent sur le besoin. Il y a une urgence en ce moment parce que le monde est très agité. Selon toi, pourquoi les gens ont besoin de ça en ce moment?
Ah, ben, de toute façon, je pense que chaque être humain, si on demande à tous les êtres humains, quels qu'ils soient, hein, de n'importe quelle culture, spiritualité ou si on demande à un être humain s'il veut être heureux ou s'il veut être malheureux, s'il Mmh. veut souffrir ou s'il veut être joyeux, la réponse, est à 100. On connaît la réponse à 100. Personne ne veut souffrir et tout le monde veut être heureux. Mmh. Par contre, nous sommes maladroits dans notre recherche du bonheur. Et le bonheur, on le recherche à travers, les les comment dirais-je? Les événements extérieurs, et tant qu'on est dans l'extérieur, on ne maîtrise rien et puisqu'on ne maîtrise rien, ça veut dire qu'on peut être souvent soumis à des déceptions, à des attentes et donc forcément le processus de la souffrance est en activité et l'agitation est en activité permanente. Et il faut apprendre à ralentir. Ça, c'est vraiment, vraiment le point essentiel pour l'humanité, je pense, apprendre à ralentir. Mmh. Oui, parce qu'on a l'impression que ça va de plus en plus vite aussi et les gens ont tu vois, le taux de suicide chez les jeunes, on dit que c'est en augmentation. On a l'impression qu'ils sont toujours dans bon, peut-être, je sais pas, c'est-tu cette génération-là où on a été aussi comme ça plus jeune? En tout cas, moi, plus jeune, l'apparence physique, c'était ben important. En vieillissant, tu te rends compte que c'est pas aussi important. Mais après ça, le AI, les réseaux sociaux, on est rendu on a même plus l'attention plus que 2 minutes sur des vidéos. Tu vois, juste le fait de scroller constamment des vidéos fait qu'on n'arrive plus à avoir l'attention plus que quelques secondes. Et puis, on va en parler d'ailleurs ensemble de l'importance de la concentration ensemble. Mais je me suis même rendu compte que j'étais moins patiente parce que, par exemple, on voit une vidéo, il y a de la publicité. Alors, dès qu'il y a de la publicité, ben, on est porté à partir de la vidéo. Alors là, quand je prends une vidéo que j'ai enfin plus de publicité dessus, je me rends compte que je fais un effort pour l'écouter. Alors, parce que je suis tellement habituée à fermer. Donc ça c'est grave. C'est tu vois? P ça nous enlève ce moment-là de fait que donc toi, ce que tu peux apporter avec ça, avec cet esprit-là de méditation, c'est important pour ça aussi. Qu'est-ce que ça fait au niveau de l'individu s'il est pas capable d'être concentré plus que quelques secondes? Oui, alors Suzy, tu parles d'impression de rapidité, mais c'est pas une impression, c'est une accélération permanente dans ce monde moderne. Et bien sûr, grâce ou à cause de la technologie où l'information doit être immédiate. Dès qu'on veut joindre quelqu'un, il faut qu'il réponde immédiatement, et etc. Oui, Il y a c'est plus il y a, ça. il y a plus de processus de patience, comme tu dis. Dans le bouddhisme, il est dit que la patience est la mère des vertus. Parce que la patience, c'est la capacité de ne pas être perturbé par quoi que ce soit. Et nous sommes des impatients chroniques, en fait. Et nous sommes en agitation permanente, entre autres, à cause de l'impatience. Parce Mmh. que tout doit aller très vite et on doit avoir une réponse immédiate. Et on doit être satisfait de la réponse, en plus. Si on n'est pas satisfait, ça va pas et Ouais. etc. Donc on n'a plus cette démarche d'effort aussi, d'attente, d'effort et de construction de quelque chose. On ne bâtit plus de fondation. Parce que pour bâtir, la première des choses, c'est les fondations. Mais nous, on veut bâtir, mais on prend pas le temps de la fondation. Et la méditation, c'est avant de méditer, c'est construire les fondations. Et tu le dis très bien, ouais, et tu as parlé d'un mot très juste qui s'appelle la concentration. Parce que nous, on parle tous de méditation, mais en fait, il y a très, très peu de personnes sur terre qui méditent. Mmh. Il y en a beaucoup, beaucoup qui essayent de maintenir une certaine concentration et tu as parlé de 2 minutes et je trouve que 2 minutes, c'est C'est beaucoup. déjà une belle performance, une très belle performance. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, je me pratique, moi, ma méditation, c'est, ben, on va en reparler ça aussi parce que, il y a des méditations où on est assis, mais moi, de plus en plus, en suivant les enseignements d'Eckhart Tolle, Vivre au moment présent, je suis beaucoup dans l'observation de ce qui se passe dans ma tête, mais constamment.
parce que je réalise que ça m'amène beaucoup d'anxiété de voir ce roulement constant de scénarios négatifs, de scénarios du futur négatif, de pensées de moi qui manque de confiance et des fois je m'arrête puis je me dis mais est-ce que c'est donc pas possible de penser tout le temps comme ça constamment, tu vois? Donc pour toi, la fonction de la méditation, les obstacles et les bienfaits de ça. Oui, alors, donc je reprends juste un petit peu en avant. On parlait on parle de méditation, puisqu'on parlait de yoga en préambule tous les deux. Donc tu connais très bien le yoga puisque tu l'as enseigné, je l'enseigne également. Et on sait bien que dans le yoga, on l'explique dans les 8 branches du yoga, la méditation est la septième branche, hein, Dhyana, c'est la septième branche. Mais avant la méditation, il y a la concentration, dharana. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à utiliser son mental, à le concentrer à un seul point pour l'entraîner à rester concentré, en fait, pour pouvoir, en deuxième temps, accéder à un état de non-concentration, mais un état de non-dualité. Donc c'est la clé. La clé, c'est l'entraînement, en fait. Et c'est comme un sportif, avant d'arriver à une médaille olympique, le sportif, il va s'entraîner en permanence, jour, et j'allais presque dire jour et nuit. Et nous, les pratiquants, nous devons nous entraîner quotidiennement. Et comme tu le dis, dans ton quotidien, tu t'entraînes à observer ton mode de pensée qui va, qui vient, et tâcher de rester dans la pleine présence. Alors ça, c'est parfait, et surtout continue, Suzy. Par contre, il faut y rajouter, on appelle ça, dans les 6 vertus transcendantes, la diligence. Ça veut dire, un effort joyeux. Il faut que ce soit une persévérance, mais que ce soit léger et joyeux. Il ne faut pas que ce soit enfermant. Ça, c'est Ah, ça, important. c'est vrai, par exemple, Ouais. parce que si je suis dans la concentration, ben, si je m'observe, c'est souvent négatif, en fait. Mmh. C'est Mmh. ouais, ouais. Donc, à ce Alors moment-là, comment je fais pour que ça soit joyeux? Alors, il suffit de l'élucider, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Tu as 2 choix, hein, soit être impliqué de façon un peu forcée comme ça, un peu figée, soit tu es impliqué, mais de façon joyeuse, ça veut dire détendu. Ça veut dire que amuse-toi de ces souvent on rit des autres, mais Vraiment. la clé c'est de pointer l'index vers soi et de rire de soi, et ça fait du bien, pas parce que ça allège le processus. Il Ah faut mon pas se Dieu, prendre trop au sérieux, en fait. Parce ouais. qu'il y a une expression qui dit: «Ne prenez pas trop les choses au sérieuses, ne prenez pas trop les choses au sérieuses, parce qu'en fait, on n'en sortira pas vivant». Eh oui, eh Ouais, oui, et c'est c'est vrai. vrai, c'est vrai. Heu, d'accord. Eh ben, écoute, je vais pratiquer ça. Et puis, là, si on veut, avoir, un outil pour se concentrer, en fait, c'est se concentrer soit sur un point ou sur la respiration? C'est ça, Ouais. hein, en méditation? Oui, alors ça c'est la phase, dharana, c'est la phase de concentration. Donc on prend un objet de concentration, hein, et chaque fois qu'on s'aperçoit que le mental est parti ailleurs, on ramène le mental sur son objet de méditation. Ça, c'est l'exercice, ça, c'est l'entraînement. Et bien sûr que l'objet de concentration le plus naturel, c'est la respiration. Et là, c'est double bénéfice parce qu'on va entraîner le mental et en même temps, on va ralentir le système, respiratoire. Donc ça va faire, ça va être un double effet, bénéfique. Mmh. Mais ça, il faut s'y entraîner encore et encore, mais pas juste en méditation formelle, pas juste quand on est assis 20 minutes sur le coussin tous les jours. Mmh. À ch là où on est, ou quoi que l'on fasse. Mmh. Quoi que l'on fasse, c'est là où on est, et c'est la clé. La clé, c'est 24 heures sur 24, j'allais dire. C'est drôle que là, on est en train de parler de ça et moi, bon, énergétiquement, je sens souvent, bon, soit le chakra couronne qui vibre, je sais, tu sais, ce que les points énergétiques dans mon corps, puis là, on parle ensemble, puis j'ai vraiment
ça ici là, qui vibre très fort. Et là, ça me rappelle que quand je suis dans un état où je vais méditer, je vais me concentrer sur aussi mon corps, sur ces vibrations-là. Est-ce que ça te parle, ça, ou pas? Pardon, j'ai pas trop compris la question. Sur quoi il faut que je te répète? J'ai pas compris Est-ce la question. que si quand on fait une méditation, on se concentre sur la respiration, sur un point, mais Oui. aussi sur ce qui se passe dans notre corps au niveau vibratoire? Parce que j'ai remarqué que dès que je décroche du mental, j'ai atteint un point à un moment donné que je suis dans un espace, j'ai l'impression d'être l'espace plutôt que d'être la personne. Et quand Mm. je suis dans ça, je sens cette énergie-là monter dans mon corps. C'est des vibrations au niveau des pieds, des mains. Puis là, on se parle ensemble, ça m'a fait penser à ça parce que je parle avec toi, puis j'ai vraiment cette énergie-là qui est en avant. Donc, est-ce que Oui. ça te parle, ça, par rapport à l'énergétique? Oui, alors en termes d'énergie, alors ce qui se passe, c'est que chacun, nous allons avoir des expériences différentes, hein, chacun manifeste différemment. Le piège, c'est de trop focaliser sur l'expérience qui se passe et de trop la questionner, en fait. Il faut vivre l'expérience telle qu'elle est, mais le piège, c'est de la questionner. Et le mental, lui, questionne, va remettre en question, va vouloir reproduire. La prochaine invitation, oh, c'était super la dernière fois, je vais essayer de revivre ça. Et tout ça, il faut l'oublier. Ouais, ouais. Il faut pas oublier pourquoi on médite. Il faut se Mmh. libérer de cette appropriation d'identification du petit jeu. Et c'est ça la méditation, c'est se libérer de l'identification. Et là, quand on dit: «Oui, j'ai les chakras, j'ai ci, j'ai là», on s'identifie et on est piégé. On Mmh. est piégé par le mental. Ah. Ben, Donc je vi disais pas ça dans le sens que je réfléchis à ça, mais j'ai juste oui, remarqué qu'il se passait ça dans mon corps. oui, oui, non, je l'entends, mais c'est su et c'est une très belle expérience et c'est j'allais dire: «C'est super», c'est une belle expérience et agréable. Mais Mmh. par contre, le piège, c'est de la mentaliser après. Mmh mh. Et c'est juste l'expérience du moment. Elle a sa juste vérité à ce moment-là. Mmh. Et c'est tout. Parce que nous, en fait, on rajoute souvent des choses derrière. Et c'est tout. Et c'est tout, ça suffit largement. OK. Quand j'ai lu ton livre, ça m'a c'est drôle parce que je lisais une phrase, le notre impression de la méditation justement, c'est, on a l'impression qu'il faut être assis, que c'est inconfortable, que bon, il y a nos pensées qui bougent constamment, que il y a de la torpeur, de la somnolence, on est on tu sais, on l'impatience arrive. Alors, je lisais ces phrases-là, puis j'ai pas pu m'empêcher de penser à Julia Roberts, l'actrice dans le film Mange, prie, aime, qui arrive à l'ashram et elle regarde l'horloge, il est midi, puis là, elle se concentre et puis elle regarde l'horloge, puis elle pense que ça fait comme 1 heure qu'elle est là, puis ça fait comme 2 minutes, même pas 1 minute, tu vois? Puis tout ce qu'elle roule dans sa tête, c'est comment elle va décorer sa salle de méditation. Je trouvais que c'était un bel exemple de ce qu'on pense que c'est la méditation. Est-ce que, est-ce que tu peux m'amener quelque chose de différent pour toi? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre-là? Parce que c'est pas juste ça que tu as apporté aux gens dans ce livre-là. C'est une façon d'être aussi, je pense. Alors c'est rigolo que tu parles de ce film, Mange, prie, aime parce que je m'en sers régulièrement avec mes élèves en méditation et en yoga Ah! et je leur dis souvent: «On va changer juste le titre, hein, pour entrer dans dans cet aspect, de yoga et de la méditation, l'aspect méditatif et on va changer mange par change et moi je vais vous proposer change, prie, aime. Change, Mmh. prie, aime». Ah, c'est beau Parce que ça. c'est ce qu'on a besoin de changer. Pourquoi on doit changer? Parce que nous sommes un processus évolutif et évoluer, ça veut dire ne plus être pareil que la veille. Mmh. Chaque jour être différent de la veille et aujourd'hui, me laisser la possibilité de pouvoir évoluer et demain être encore meilleur que la veille Mmh. et c'est Échange, je et j'aimais bien ce titre, c'est un magnifique film, hein, que j'ai vu plusieurs fois d'ailleurs
Ouais. Mais par contre, maintenant, avec un peu plus d'expérience, je le transformerai bien par par ce phrase, par ce verbe Oui, changer plutôt que manger. ouais, c'est ça, exactement. Et puis, Et oui, mmh, oui, pardon. qu'est-ce que tu allais dire? Oui, 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 et par rapport à ce que tu dis, par rapport à on appelle ça, moi j'appelle cela, c'est cette notion de méditation informelle. Ça veut dire quoi que je fasse, en fait, hein, quoi que je fasse, je suis un méditant, en fait. Ça veut dire que je suis conscient de ce que je fais. Il y a un proverbe zen qui dit: «Quand je mange, je mange. Mmh, Quand je dors, je dors». Mais nous, quand nous mangeons, qu'est-ce que nous faisons des dizaines de choses à la fois, en même temps, mentalement parlant, quoi. Nous sommes ailleurs, nous écoutons la radio, peut-être la télé, on discute, on pense à tellement de choses. Mais dans le zen, c'est quand je mange, je mange. Thich quand je marche, je marche. Chaque pas est une respiration. Et c'est un entraînement, en fait. C'est pas que tous les jours on doit être comme cela, autrement on n'aurait pas de vie sociale. Et mmh, il faut être nous sommes des animaux sociaux, il faut vivre socialement. Il faut aimer, il faut rire, il faut jouer, il faut tout cela. Mais quand je suis moi avec moi, beh, je suis complètement moi avec moi. Et c'est ça le et les 2 sont conciliables. Ça veut dire que je peux avoir ma vie introspective, comme tu l'expliques et comme toi tu le vis pleinement, Suzy, de la façon que tu me l'as expliqué, c'est très touchant. Mais en même temps, on peut être un animal social et aimer s'amuser, aimer aller voir des amis, et cetera. Et l'un n'empêche pas l'autre. non, non, Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est que quand on vit socialement, on a une présence de qualité. Ça veut dire qu'on est vraiment présent là où on est. On mmh, n'est pas ailleurs. Quand on est avec quelqu'un, on est vraiment avec quelqu'un. mmh, mmh, Et ça change tout. La qualité de notre vie change parce qu'on a appris à entraîner notre esprit à la concentration, à dharana. On a entraîné notre esprit à rester focalisé sur un seul point. Donc quand je suis avec quelqu'un, je suis pleinement avec quelqu'un. ouais, exact. Mais Oui. j'ai remarqué qu'en faisant ce cheminement-là, en apprenant à me regarder au niveau de l'ego, au niveau de Eckhart Tolle appelle ça le corps de souffrance. C'est un petit peu la notion de karma dont tu parles. Le karma est stocké dans la mémoire. Ça m'a rappelé vraiment ça, cette histoire-là du corps de souffrance, mais c'est comme si en comprenant le mien, je comprends mieux celui des autres, puis je suis moins dans un jugement par rapport aux autres aussi. Donc, faire ce cheminement-là intérieur. Mais quand on fait, pour toi, là, quand on fait la méditation, euh, est-ce que c'est parce qu'il y a cette notion-là qu'on est relié à tous? Et puis, mais on est qui? On devient qui? Tu sais, trouver être qui je suis en fait quand on fait la méditation. Alors, moi, c'est en fait, c'est le genre de question que je me pose pas. Donc j'ai alors jeune, ça m'embêtait un petit peu, mais maintenant, je trouve que j'ai une grande qualité, en toute humilité, c'est que je suis pas un intellectuel du tout. Et Ouais, j'ai un esprit, c'est pour ça que j'ai appelé ce livre «La simplicité d'être». Et ouais. moi, il me faut du temps pour assimiler quelque chose, j'ai besoin de le travailler, le retravailler. En fait, en deuxième temps, dans ma vie, ça m'a servi et parce que ça ne m'a pas soumis à la complication, en fait, mentale. Mmh. Et je trouve que dans les choses simples, on peut tout réaliser, en fait. Il y a pas besoin de reposer les questions 10 fois, les analyser X fois et pourquoi et comment. Et je trouve qu'on se complique beaucoup la vie, en fait. Ouais. Hem Je pense que la simplicité d'être, c'est vraiment cela, c'est vraiment aller à cet essentiel de nous-mêmes, sans questionner plus qu'il n'en faut. Parce qu'il faut se rappeler, je l'ai un peu traversé rapidement tout à l'heure, en parlant de mon maître, c'est le chemin spirituel, c'est avant tout se dépouiller. Parce que nous sommes un récipient. Si on veut avoir des nouvelles connaissances, il faut vider un certain contenu pour qu'un espace puisse se créer. Et nous, la difficulté dans ce monde moderne, en accélération, où il y a toute la connaissance qui est à ciel ouvert, c'est qu'on veut accumuler des connaissances, mais dans un bocal qui est souillé. Donc, amener le nectar dans du poison, ça fait pas grand-chose. Mmh. Donc l'idée, c'est d'enlever le poison mentaux, les émotions, les confusions, les compulsions. Et après, en deuxième temps, c'est pour ça que dans le bouddhisme tibétain, entre autres, il y a une pratique qui est magique et que j'ai eu la chance de pouvoir faire. On appelle ça le nondro. Et le nondro, ça veut dire préliminaire. Et préliminaire, ça veut dire préparer le terrain.
Et pendant le Nondro, en fait, on accumule des prosternations, on accumule des mantras, mais des tas, des centaines de milliers de mantras et de prosternations. Pourquoi? Pour préparer le terrain. Et une fois que j'ai vidé la poubelle, je peux accueillir les enseignements et je peux accueillir la compréhension. Mhm. Mhm. Donc, pour toi, parce qu'en fait, bon, moi, j'ai la notion d'ego, mais je pense qu'on n'a pas le même. Alors, parle-moi de la notion d'ego pour toi. L'ego, c'est très simple, hein, c'est l'identification. À partir du moment que je m'identifie, Identification, oui. chaque acte que tu fais, il y a Mm. trois façons d'acter dans la vie. Il y a le corps, il y a la parole et il y a la pensée. Dès que tu es identifié dans un de ces actes, tu crées du karma. Si je fais un acte, je prends par exemple mon verre, je prends ma tasse de thé et je bois, c'est un geste, c'est un acte. Mais il y a aucune empreinte karmique parce que je ne suis pas identifié. Par contre, si je commence à avoir une idée sur quelqu'un, un jugement, etc., j'ai une identification. Et là, je crée un karma, mais en permanence. Il est dit que le karma ne dort jamais. Jamais. Mm. D'ailleurs, Mm. aujourd'hui, je porte un t-shirt, Karma Never Never sleeps. Sleep. C'est cool. C'est beau. Et c'est ça. Oui, oui, exactement. Donc, ben c'est ça. Alors, quand tu fais la méditation, tu es dans l'observateur de tes pensées, tu n'es plus ça, tu t'identifies plus à ça, en fait. C'est ça? C'est la clé. C'est la clé, Voilà. Suzy. L'identification, c'est un mot important qu'on n'entend pas beaucoup en fait, hein, mais Mmh, c'est la base. Dès exact. que je ne m'identifie pas, parce que on s'identifie à tout, à sa famille, à son club de, je sais pas quoi, de foot, de basket, à son village, à sa nation, à son réseau politique, à ses amis. Et c'est donc l'identification crée des attachements. L'attachement crée la souffrance. C'est comme ça, c'est pas ni bien ni mal, c'est ainsi. C'est ça. Donc si je me désidentifie, ça veut dire que je suis juste un individu en cheminement, avec des relations, et cetera. Mais je ne suis de moins en moins impliqué dans les choses. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien, mais je me libère du fruit du résultat, en fait. Ce que j'ai à faire, je le fais. Si par D'accord. exemple, Oui. dans mon travail, je fais ce que j'ai à faire, mais je ne me préoccupe pas du résultat. Mais par contre, je fais ce que j'ai à faire. Et ça change tout. Ben, tu vois, tu dis ça juste comme ça, puis ça enlève un poids énorme. Parce qu'on a des attentes de l'image qu'on donne. On a des attentes de qui on devrait être. Tu sais, la dernière fois que que j'ai suivi, j'ai été à la conférence d'Eckhart Tolle, il y a une phrase qui m'a marquée. Il a dit: «Si tu faisais comme si tu avais plus de passé, qu'est-ce qui arriverait? Tout ce que tu as fait en arrière n'existe plus, toutes tes peines n'existent plus». Ça enlève un poids énorme. Tu vois? Complètement. Oui, complètement, complètement. Non, mais cet homme-là, il est extraordinaire parce il a réalisé, il a eu un aboutissement qui est le sien, hein, Mmh. et c'est extraordinaire. Il a eu cette réalisation et par contre, il nous fait le cadeau à l'humanité de pouvoir maintenant déposer cette vérité avec ses mots, avec sa justesse, avec sa tendresse et c'est extraordinaire. Et, il a parfaitement raison, quoi. Il faut vraiment arrêter, moi j'appelle ça l'identification parce que si on Mmh. comprend bien ce mot, il est facile à comprendre et on peut pas parce que quand on parle d'ego, c'est abstrait. Mais identification, je m'identifie à tout, en fait. Et il suffit de regarder moi où dès que je dis mon chien, ma voiture, ma famille, je m'identifie, que Exactement. je le veuille ou pas. Alors c'est pas grave en soi, c'est pas grave en soi, mais ça peut créer de l'attachement, ça peut créer de l'enfermement. Oui. Et ça crée des limites et ça crée les guerres, en fait, hein. Les guerres, elles sont, c'est quoi? C'est l'identification. Moi, je suis chrétien, moi, je suis juif et il y a que les chrétiens qui sont bons et les juifs, et cetera et tout ça se crée, quoi? Le conflit et donc c'est pour ça que c'est bien de faire cette émission le 11 novembre en France, le jour Ouais. de la paix. Le jou Oui! Et puis, ben, tu vois, tu me dis ça, puis j'ai repensé à moi aussi, j'ai eu un studio de d'étirement pendant 11 ans,
ouais, 11 ans. Et puis, ça a fermé parce que la bâtisse, elle a été vendue. Et quand j'ai su ça, parce que je l'avais senti avant, je me disais, j'ai senti la peine, la lourdeur, mais j'ai aussi remarqué que je m'identifiais à la propriétaire d'un studio. Fait que dès que j'ai enlevé cette identification-là, que j'ai reconnu ça, ça a été facile de laisser cet endroit-là après. Mais j'étais identifiée à la réussite d'avoir un studio. Tu vois? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Ouais, c'est magique et cette expérience, elle est magique et c'est super que tu l'aies compris parce Mmh, qu'en fait, on s'identifie, on s'y attache. mmh. Moi, le fait d'être proche d'un maître et en plus un maître de Vajra, on appelle cela un maître tibétain, qui sont des maîtres ils sont extraordinaires, hein, mais ils tranchent en permanence et là, on vient d'acheter il y a quelques mois en arrière un lieu avec l'association pour faire un centre bouddhiste. Donc on fait beaucoup de karma yoga, on fait beaucoup, on travaille ensemble avec le maître, on fait des travaux, et cetera. Et qu'est-ce qu'il nous apprend le maître? Arrêtez de dire: «Oui, mais moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire» et cetera. Il a dit: «Mais ne pensez pas pour vous, ne pense pas, pense globalement, pense pour le collectif. Arrête de penser parce que c'est ton idée. Non, aie une pensée plus grande que ton petit moi. Il faut penser grand. Il faut penser beaucoup plus, pour le bien public, pour le collectif et arrête de penser pour toi» et ça, il nous le rappelle en permanence et ça change tout. Ça change tout et ça nous libère, en fait. Ça nous libère parce qu'on est enfermé, on est complètement enfermé et ton expérience avec le studio yoga, je trouve que c'est un cadeau de la vie, que vraiment Mmh, et d'ailleurs, il est dit, hein, que les grands obstacles que l'on subit dans la vie, hein, que ce soit la maladie, les situations financières, ouais. les séparations, c'est tous des cadeaux cachés. Mais si on sait le prendre comme un cadeau caché, parce que c'est une nouvelle opportunité, en fait. C'est pas un problème, c'est une nouvelle opportunité et Mmh. ça change tout. C'est ça, c'est pas un obstacle, c'est une opportunité et moi j'aime ça de le voir comme ça. Ouais, vraiment. Hem Écoute, je vais juste terminer en parlant que, bon, il y a plusieurs enseignements dans ce livre-là, et puis à la fin, il y a plusieurs méditations que j'ai trouvé que c'était comme des réflexions un petit peu. De quelle façon, les gens y abordent ces méditations-là dans ton livre? Mmh. Alors, ce sont entre guillemets, «des méditations guidées», hein, donc il y a la méditation, hein, on sait ce que c'est que la méditation, toi comme moi et on l'a parcouru rapidement. Mais après, nous avons besoin de support, ça veut dire de méditation guidée. Moi, par exemple, après chaque cours de yoga, le dernier quart d'heure où on est en shavasana, dans cette relaxation, finale, il y a toujours une guidance sur une thématique. Parce que là, le corps est prêt, enfin l'esprit est prêt à accueillir parce que la séance de yoga qui a duré 1h30 assez intense, donc le mental, il est vraiment, il est complètement, allongé également avec le corps et les choses peuvent être intégrées. Et là, ce sont des méditations «guidées» entre guillemets avec une thématique, non pas pour la comprendre intellectuellement, mais pour voir de quelle manière elle résonne en soi. Pour l'intégrer à l'intérieur, pas pour que ça reste au niveau du cerveau, du mental, mais pour que ça descende jusque dans le cœur, jusque dans le plexus, pour voir de quelle manière ça résonne en moi, en fait. Et je trouve intéressant, alors j'en ai écrit beaucoup, bon, j'en ai mis quelques-unes dans le livre, pas toutes, Ouais. mais je me suis vraiment, vraiment, réjoui de au fur et à mesure, des fois j'ai un bout de crayon et l'inspiration qui vient, quoi. Alors, en toute humilité, je les trouve assez justes parce que quand je les dépose en cours de yoga, souvent, enfin quasiment tout le temps, j'ai au moins un, 2 ou 3 élèves qui viennent me voir à la fin, ils me disent: «Mais c'est pour moi que tu as fait la séance aujourd'hui, tu connais Ah. ma vie» et mais parce qu'on est tous pareils en fait, on a tous les mêmes préoccupations quelque part, avec des intensités, des couleurs différentes, mais on est tous logés à la même enseigne en fait. Ben, je voulais mentionner une méditation, la méditation 7. Ça, c'est un exemple sur l'équanimité avec une Mmh. personne indésirable. Parle-moi de ça.
Oui, alors l'équanimité, c'est la chose. Dans les enseignements du bouddhisme, il y a les quatre vertus, les quatre incommensurables, les quatre vertus incommensurables. Il y a l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Et l'équanimité, c'est la vertu de base, j'allais dire, mais qui est la plus difficile. C'est en fait, c'est l'impartialité. C'est cette notion de neutralité. Ça veut dire que je me libère de l'aversion et de l'attachement. Mmh. De moins en moins, je vais avoir des personnes avec qui je vais avoir de l'aversion, ce qui va impliquer qu'il va y avoir de moins en moins de personnes avec qui je vais avoir de l'attachement. Mmh. Et là, je vais devenir une personne équanime, ça veut dire qui va de moins en moins juger et qui va être de plus en plus disponible avec le plus grand nombre. Mmh. Même si mon voisin, qui m'énerve tous les soirs parce qu'il met la musique à 23 heures avant que j'aille me coucher, forcément, il forcément ça va m'envoyer de l'aversion, ça va m'envoyer de la colère. Mais même là, il va falloir que je travaille dessus pour, voilà, essayer de voir de quelle manière je peux apaiser mon mental et le reconsidérer comme un voisin maladroit, avec qui je vais essayer de trouver une solution, mais pas comme un ennemi et ne pas avoir de l'aversion. Et l'équanimité, c'est la base de tout. Mmh. Autrement, nous sommes tout le temps dans ces conflits, attachement, aversion, ça veut dire, et aversion, on sait que c'est un poison parce que l'aversion, c'est essayer d'éviter l'autre. Mais l'attachement, c'est un joli mot, l'attachement. Ah, je suis attaché à mes enfants, à ma situation. Mais attaché, c'est tout le contraire de liberté attachée. Et l'attachement, ça peut pas être une vertu. Quand on est attaché à quelqu'un ou à une situation, on n'est jamais libre. Mmh. Jamais. C'est Mmh. une laisse, Ouais, c'est un ouais. collier. Et c'est important. Et l'équanimité nous fait travailler cela, en fait. Mmh. Donc, quand disons que là, tes gens, ils ont fait leur séance, ils sont étendus par terre. Là, tu te mets à parler de ça parce que c'est ça qui te vient. Oui, complètement. En fait, c'est ça, préparer les causes et les conditions. Donc, quand Mmh. tu expliques quelque chose à un mental qui est agité, ça rentre pas. Donc, la séance de yoga va les apaiser complètement parce que le corps a bien travaillé, le mental a été secoué parce que toi, comme moi, on le sait, hein, les asanas, c'est pas fait tellement pour le corps, même si le corps, il s'étire, il se densifie, etc. Mais c'est pour travailler le corps émotionnel, c'est pour travailler l'attitude, c'est pour travailler comment je traverse la posture, même dans la difficulté. C'est fait pour ça, l'asana, c'est pour travailler le corps émotionnel. Donc, quand on a fait 1 heure et demie d'asana et Mmh. qu'on met les gens à plat dos, en shavasana, là, il se passe quelque chose parce qu'il n'y a plus de résistance. Le mental, il est complètement apaisé. Tu vois, c'est OK. ça, préparer les causes et les conditions. Écoute, j'en parlerai longtemps avec toi. J'ai adoré ma rencontre. Tu es une belle, belle personne, Denis. Merci dans toute ta simplicité, d'amener ça, mais t'as appelé ça la simplicité d'être. Tu sais, j'ai tout de suite vu, j'ai vu dans ta photo, si on regarde ta photo, là, c'est le calme dans les yeux. Et puis, on peut le ressentir en toi. Fait que, je vais inviter les gens à se procurer le livre. Attends, je vais leur remontrer. Donc, méditation chez Mama Édition. Et puis, est-ce qu'il y a un site internet où, là, toi, tu as le centre, tu enseignes le yoga au centre de pleine conscience à Perpignan, mais là, je comprends qu'il y a d'autres endroits là, que tu vas travailler. Oui, oui, je l'enseigne au centre Pleine Conscience et au centre Matrixling, c'est notre nouveau centre bouddhiste qui est dans OK, le sud de la France également, dans le département voisin. parfait. Et voilà, et on fait tout cela. Et on enseigne, et pas que moi, puisque j'ai mon frère de cœur, Jean-Philippe, avec qui on a ouvert le centre et qui est aussi instructeur en méditation et en dharma également. Et tous les deux, on a été, on a l'agrément de notre maître, pardon, pour enseigner et pour transmettre. Ouais. Ah, Et je voulais rajouter, Suzy, merci, merci de ce que tu viens de dire, mmh. mais on ne se connaît pas, mais tu es vraiment très touchante de par ta sincérité et par ta sensibilité et tu Merci. déposes les choses Je sais pas, je sais pas. et je veux te dire, honnêtement, on parle d'identification, on parle d'ego, mais je pense que tu as bien travaillé dessus parce que tu oses déposer les choses et ça, c'est Mmh. super. C'est une C'est grande vrai. force et pas une Ouais, et pas une je faiblesse. laisse.
tu raison. Je laisse le cœur parler, tu sais, je laisse Mmh. ça, ce qui est là, puis je retiens pas en me jugeant. Ben merci. Mmh. Je sais pas, je suis plus sensible dernièrement, mais bon. Alors, je vais mettre les liens pour que les gens puissent te rejoindre. Et puis, je voulais dire une autre chose aussi. J'ai mis un fond d'hiver, je l'ai pas dit aux gens au début de l'entrevue, ben parce que ici, on a eu 20 centimètres de neige au Québec et je suis très, très fière parce que j'habite dans une région où il va y avoir beaucoup de neige. Et puis toi, tu me dis il fait 20 degrés là, en ce moment où tu te situes. Voilà, c'est ça. Ben, on est dans 20 tous les 2 en fait, hein. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Ben, C'est merci 20 sur 20. beaucoup. Ouais et bon, merci infiniment Suzanne, Est-ce que tu Suzy, veux merci vraiment infiniment, quoi. est-ce que tu as quelque Vraiment. chose à ajouter pour les gens avant de terminer, Non, qui vont avoir envie de lire ce livre-là? ouais, je vous invite des livres sur la méditation, il y en a beaucoup et vous pouvez en chercher et en trouver. Le mien, il est pas meilleur que l'autre, certainement pas, mais il a le mérite de transmettre non pas les bienfaits de la méditation, mais le processus et comprendre aussi le processus de la vie avec les notions de karma, d'interdépendance, d'impermanence et de précieuse vie humaine. Parce que quelquefois, on a tendance à oublier, qu'est-ce que la vie? Et Ouais, j'ai commencé le livre par cela, par qu'est-ce que la vie? Parce qu'à mmh, partir de là, on comprend le sens de la méditation et ouais, c'est très profond. Et je ouais. vous invite vraiment, si vous osez, de vous le procurer, pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais parce qu'il peut vous être d'un précieux soutien, vraiment. Oui, puis c'est important. Je vais même ajouter que quand j'ai commencé un cheminement spirituel, la méditation, le pouvoir du moment présent, tant aussi longtemps que je suis pas allée puiser à l'intérieur de ce qui se passait, comme ce que tu Mmh. enseignes dans ton livre, je n'ai pas j'étais pas en cheminement. J'étais, la fille qui se flattait l'ego d'être en cheminement. J'étais la fille qui se flattait l'ego de faire du yoga puis de la méditation. J'étais pas dedans, j'étais dans le superficiel de ce que c'est. Fait que c'est important des livres comme le tien parce que on va chercher justement l'essence même du pourquoi on fait ça. C'est pour être en paix à l'intérieur, c'est pour être mieux, tu vois? Ouais, merci de cela, mais on est tous pareils en fait, tu sais Suzy, on commence par là et on commence par l'externe, après Ouais, on travaille un peu l'interne et après petit à petit on va à des aspects un peu plus subtils, mais ouais, ça commence par l'externe pour tout le monde. c'est ça. C'est le début du chemin. Mmh. Bon, ben, écoute, Ouais. merci beaucoup. Bonne continuité. Bon 11 du 11 à tous et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine entrevue. Merci beaucoup, Denis. Merci infiniment Suzy, infiniment. Merci, merci. Merci Merci à à tous. tous.